Notre invité Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Blanquer. Nous allons parler du grand oral, du bac, mais je voudrais commencer quand même avec la réforme des retraites et avec la revalorisation des enseignants. Parce que je sais que les enseignants sont très attentifs à ce que vous allez dire. Si j'ai bien compris, vous me corrigez si je dis des bêtises, revalorisation de 500 millions d'euros en 2021, c'est cela? Oui, c'est le chiffre. mais qui s'ajoute à l'augmentation budgétaire naturelle, si je puis dire. Donc c'est ces 500 millions qui s'ajoutent à un chiffre de l'ordre de 800 millions à 1 milliard. Autrement dit, ça fait une augmentation budgétaire l'année prochaine entre 1,3 milliard et 1,5 milliard injectée dans le pouvoir d'achat des enseignants. Alors qui sera augmenté? Alors c'est tout l'enjeu de dialogue social que nous avons actuellement. Oui. Ce qui est certain, c'est que les débuts de carrière et les milieux de carrière seront les plus augmentés, surtout dans un premier temps, puisque tout ça va être ensuite sur plusieurs années. Mais c'est eux qui substantiellement vont le sentir le plus au début, puisque c'est eux qui ont besoin d'être rattrapés. Donc on a besoin. Début de carrière. Oui. Début de carrière, je vais toucher, je suis professeur des écoles, moi je suis très pragmatique. Oui, soyez-le. Je suis professeur des écoles, combien vais-je toucher en plus l'année prochaine? Alors, cette somme-là... Je commence ma carrière. La réponse à cette question, je pourrais la donner de façon... Je vais vous donner un ordre d'idée, mais oui. La réponse à cette question, je pourrais la faire de manière beaucoup plus définitive au mois de juin, quand ce sera terminé tout le processus de dialogue social que nous sommes en train d'accomplir. En ce moment, nous avons presque tous les jours du dialogue avec les organisations syndicales pour regarder les scénarios, pour partager ensemble la vision qu'il y a derrière cela. Et donc, c'est au mois de juin, dans une vision complète de l'évolution de notre système, que l'on pourra dire ce qu'il en est. Mais c'est par rapport à des chiffres qu'on a pu parfois entendre, qui étaient souvent minimisés par tel ou tel analyste, en réalité, c'est des sommes qui peuvent facilement être de l'ordre de plus de 50 € par mois pour un jeune, par exemple, en plus du salaire, dès la première année. Donc sur une année, ça veut dire quelque chose entre 500 et 1000 € de plus, qui s'ajouteront ensuite aux années suivantes à d'autres augmentations de même nature. Donc sur plusieurs années, c'est un rattrapage complet que l'on veut. Ce que l'on souhaite, c'est que tout au long de la décennie 2020, on ait un rattrapage de la France en la matière, parce que, comme je l'ai dit depuis 2 ans et demi, ce n'est pas normal que les professeurs français ne soient pas bien payés, surtout en début et en milieu de carrière. Et donc nous devons rattraper cela de façon à être à la fin de la décennie 2020 un des pays où les professeurs sont les mieux rémunérés. Alors j'ai plusieurs questions. Est-ce que les enseignants qui ne connaîtront pas le nouveau système à points seront eux aussi augmentés, les plus anciens en quelque sorte? Alors là aussi c'est l'objet du dialogue social, forcément moins que les jeunes, puisque aujourd'hui... Moins que les jeunes, mais ils seront augmentés? Oui, en tout cas je vise cet objectif et c'est ce dont nous parlons avec les organisations syndicales. Après c'est une question de justice sociale, si je puis dire, entre l'ensemble des personnes. Il faut qu'on ait un système juste. Or aujourd'hui, en fin de carrière, vous êtes plutôt bien payé, contrairement à ce qui se passe en début, en milieu de carrière pour un professeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aujourd'hui une retraite d'assez bon niveau pour les professeurs, c'est en moyenne 2600 € par mois, et c'est pourquoi nous nous sommes engagés à ce que ce niveau de retraite ne baisse pas. Donc je rappelle que, en réalité, je sais bien qu'il y a un climat difficile autour de ça, parce que certains ont des doutes, du scepticisme, et attendent de voir pour croire, d'une certaine façon. Mais je rappelle que notre objectif, c'est pas de baisse des retraites, donc maintien d'un niveau très correct de retraite, c'est le cas aujourd'hui. Encore une fois, c'est le chiffre que j'indiquais à l'instant. Il n'y aura pas de baisse des retraites. Pas de baisse des retraites. C'est un engagement très fort. C'est un engagement. Absolument. C'est vraiment je dirais, notre point de repère, la clé de voûte de ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer un système de rémunération qui permettra de garantir le niveau de retraite des professeurs et des personnels de l'éducation nationale. C'est ce que j'ai dit depuis le début et ce que nous sommes en train de faire. En réalité, si vous prenez chacune de mes déclarations depuis le début, nous sommes en train d'accomplir progressivement chaque chose. Mais nous le faisons dans le cadre du dialogue social, pour un système très complexe. C'est 1 million d'employés, rappelons-le. C'est une des plus grosses structures du monde. Et donc, pour cela, nous devons faire aussi une sorte de modernisation générale de nos ressources humaines. Autre question, est-ce que le niveau d'augmentation sera le même pour un professeur des écoles, un prof de collège et un prof de lycée? C'est toujours le même raisonnement. Nous avons des rattrapages plus importants à faire pour certains que pour d'autres. Donc aujourd'hui, c'est à l'école primaire que les professeurs sont, disons, moins bien payés si on les compare à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc les rattrapages seront plus importants, probablement, à l'école primaire que dans le secondaire. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons. Mais il y en aura dans les deux cas. Est-ce que des contreparties seront demandées? Est-ce que vous allez demander aux enseignants des contreparties à ces augmentations? Je parle, moi, d'évolution systémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule bonne nouvelle
pour les personnels au travers de ce qui va se passer dans les 6 mois. Il y a la question de la rémunération, mais il y a la question du bien-être au travail. Nous en parlons par exemple pour les directeurs d'école. Nous allons en parler au titre de l'éducation prioritaire. Il va y avoir une amélioration de la formation continue. Il va y avoir une amélioration de l'égalité homme-femme. Bref, c'est toute une série de sujets qui font système. Et dans ce cadre-là, nous devons réussir à ce que notre système soit meilleur. Non seulement on doit avoir des professeurs qui ont plus de bien-être au travail, mais ce faisant des élèves qui réussissent davantage. Un exemple typique, c'est comment on améliore le remplacement dans notre système scolaire, comment par le bien-être au travail aussi, on réussit à diminuer l'absentéisme. Bref, comment on fait un système qui tout simplement est gagnant-gagnant, si je puis dire. Oui, non, mais Jean-Michel Blanquer, là, je vous repose la question. Oui. Est-ce que des contreparties seront demandées aux enseignants? Non, on revisite. Est-ce que par exemple, on leur demandera de travailler plus, d'accomplir des heures supplémentaires? Ils le font déjà. Oui, aujourd'hui, nous avons un système. Alors que le professeur qui ne fera pas plus d'heures supplémentaires sera-t-il augmenté? Il y a 2 dimensions. Je renverse la question. On peut tout à fait le voir comme ça. Il y a 2 dimensions en réalité. Il y a une dimension commune à tous. Et cette dimension commune à tous va faire qu'il y a une augmentation pour tous, puisqu'il faut monter le niveau général des rémunérations. Et puis, bien entendu, il y a une dimension de mérite. Ça existe déjà en partie. On va probablement l'accentuer pour voir comment motiver tout le monde. Il y aura une dimension de mérite au cœur de cette revalorisation des enseignants. Je dirais pas au cœur, en plus. C'est-à-dire, vous avez et la dimension commune. Mais toujours dans la même enveloppe. Toujours dans la même enveloppe qui, je rappelle, est sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'on va demander aux professeurs de travailler plus pour gagner plus. Non, il va y avoir. On va d'abord rendre visible l'invisible. Franchement, non. Non, si vous me laissez développer le raisonnement, je le ferai bien volonté. Parce que là, il y a un doute. Non, d'abord, qu'il y ait des éléments non définis, c'est le principe même du dialogue social. On s'écoute, on regarde, on fait les propositions. Dans une démocratie sociale apaisée, où on arrive à discuter tranquillement de ces sujets, on est tout à fait en mesure de dire la nation française va mettre plus d'argent dans son éducation. Oui. C'est la cause que je porte. Et d'ailleurs, tout pays moderne doit faire ça, c'est-à-dire investir plus dans son éducation. Ça signifie notamment une amélioration de la rémunération des professeurs. Amélioration de base pour tous. Donc ce sera le lot commun. Par-dessus le marché, nous devons mettre des éléments de motivation. Et les professeurs attendent cela. C'est-à-dire, il est normal de vouloir avoir une carrière dynamique. Par exemple, on va développer les enjeux de deuxième carrière. Vous avez aussi de plus en plus de personnes qui, ayant fait une carrière ailleurs qu'à l'éducation nationale, deviennent professeurs. Ces personnes-là, parfois, ont des problèmes de rémunération parce qu'ils ont très peu d'ancienneté. Tous ces sujets-là doivent... Et parfois, ils peuvent aussi prendre des responsabilités dans l'éducation nationale. Tout ça, c'est des sujets de ressources humaines, je dirais, dynamiques, que nous devons voir. Donc, j'essaye de sortir aussi des débats binaire, est-ce que c'est la même chose pour tous, est-ce que c'est travailler plus pour gagner plus? En réalité, c'est plus compliqué que ça, c'est à la fois mieux que ça, c'est-à-dire c'est comment on motive notre système, comment on donne du dynamisme à notre système, comment on ouvre des horizons à tous les acteurs de l'éducation nationale. C'est un jeu gagnant-gagnant parce qu'on va y mettre beaucoup de moyens. C'est un jeu même, je voudrais le signaler, que je joue à l'échelle européenne. J'en parle par exemple avec des homologues d'autres pays, parce qu'en réalité c'est une stratégie pour l'Europe aussi, d'investir davantage dans son éducation et donc dans la rémunération de ses professeurs. Bien, parlons du bac. Parlons du bac, de ce nouveau bac, juin 2021. Alors ça a commencé un peu dans la pagaille, pardonnez-moi, mais pas pardonnez-moi d'ailleurs, c'est une réalité. Ça a commencé dans la pagaille. Là où des gens ont mis la pagaille, sinon il n'y a pas eu de pagaille. Peut-être, mais enfin... Oui, mais c'est quand même, ça fait une grande différence. Oui. Il y a, dans 85% des établissements, il y a eu... Personne n'a mis le trouble et donc les choses se sont passées normalement. Vous avez des gens qui ont dit à l'avance. Vous savez ce qui s'est passé. Non, mais en 2 mots quand même. Premières épreuves continuent en première. Voilà, dans les lycées français. Oui. Combien de lycées n'ont pas été perturbés? Eh bien, 85% des lycées français n'ont pas été perturbés. Et donc, les 15% restants, vous en avez un tiers, on a été obligé de faire des reports de l'examen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce 5% qui a monopolisé l'attention médiatique? C'est tout simplement, vous avez eu des activistes, des gens très militants qui ont essayé de troubler les épreuves. Je condamne fermement ce qu'ils ont fait, ça a été au détriment des élèves concernés, mais vous pourriez avoir des dizaines de milliers de témoignages d'endroits où ça s'est passé normalement, et quand tout le monde a travaillé normalement, et bien les choses se sont passées comme il le fallait. Donc si vous voulez, ce qui est quand même dérangeant dans notre démocratie, c'est que vous avez des gens qui disent « oulala, ça va mal se passer », pour des raisons qui ne sont pas très claires d'ailleurs. Puis une fois que ça se passe, ils font tout pour que ça se passe mal. Ils disent « ah, on vous l'avait bien dit, ça se passe mal ». Mais c'est en quelque sorte des pompiers pyromanes. Enfin, d'ailleurs, très peu pompiers et très pyromanes. C'est-à-dire, ils essayent d'accomplir les prophéties négatives. Parce que c'est pas normal. Très en colère.
Contre les adultes qui font ça, oui, on peut dire qu'il y a matière à... Contre les enseignants qui font cela ? Malheureusement, heureusement plutôt, c'est pas toujours des enseignants. Mais ça a été aussi des enseignants. Ils seront sanctionnés, ces enseignants. Là, j'ai deux principes extrêmement clairs. Hein. D'une part, vous avez les élèves, d'autre part, vous avez les adultes. S'agissant des élèves, notre bienveillance, évidemment, est complète, c'est-à-dire notre but est que chaque élève ait une note, c'est bien le moins. Pas un zéro. Sur 1 700 000 copies attendues, on en a déjà plus d'1 500 000, et les derniers qui doivent composer tout au long du mois de février vont le faire. Donc, et on a parlé beaucoup de ces histoires de zéro, ça concerne moins de 200 lycéens sur plus de 500 000, et on va régler ces cas au cas par cas. C'est au cas par cas, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas automatiquement un zéro. Non, ils sont reçus par le proviseur, on leur dit qu'il ne faut jamais recommencer ça, et si c'est bien compris, ils n'auront pas leur zéro. Et pour les enseignants ? Pour les adultes, je dirais les adultes, parce qu'il y a eu un entremêlement de différents acteurs, le droit, tout le droit, rien que le droit. On n'a pas le droit de faire des choses contraires au droit pénal dans notre pays. Bloquer un établissement, c'est illégal. Accomplir des violences physiques ou verbales, c'est illégal. Il y a par ailleurs des sujets de déontologie dans notre métier. On ne fait pas n'importe quoi quand on est fonctionnaire de la République. Donc le droit s'appliquera sans exagération, sans minimisation. Seront sanctionnés ? Oui, bien sûr, il y a des procédures qui ont déjà commencé, bien sûr. Des enseignants seront sanctionnés. Mais bien entendu, tout fonctionnaire qui ne respecte pas les droits et devoirs de son État, évidemment, doit subir nouvelle session en avril-mai, hein, c'est une toute petite minorité. Je ne veux pas que des gens s'habituent à ce qu'on puisse violer des règles impunément, alors même que notre mission à l'éducation nationale, c'est de montrer l'exemple. Nouvelle session en avril-mai. Oui, et alors là, vous savez, l'ouverture de ces questions est maximale, hein, c'est-à-dire il y a toujours ce dialogue social. On a un comité de suivi du baccalauréat avec les organisations syndicales et les organisations représentatives. Et on peut assouplir. Je n'ai jamais dit que tout était parfait. Il y a bien évidemment des vertus dans ce contrôle continu, notamment de mise au travail des élèves, de travail d'équipe accentué. D'ailleurs, tous les endroits où ça s'est bien passé font des témoignages très intéressants. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont fatigués parce que ils sont fatigués non pas par l'épreuve elle-même, mais par ces troubles qui ont été causés autour. Je veux dire de ce point de vue-là toute ma solidarité avec les chefs d'établissement, avec l'ensemble des professeurs qui travaillent bien, parce que vous voyez, on est amené à discuter d'une toute petite minorité qui met le bazar, mais l'immense majorité des professeurs, la France doit les respecter, dire son admiration, son soutien, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi qui ont fait leur travail comme il faut, avec des innovations extrêmement intéressantes. Alors, le contrôle continu entrera pour 30% dans la note finale du En tout, bac. c'est 40%, c'est-à-dire vous avez 30% au titre de ces épreuves-là et 10% les bulletins scolaires. Exactement. D'ailleurs, pourquoi ne pas tenir compte du travail première terminale en permanence? C'est ce qu'on fait donc pour 10% de la note. Contrôle permanent. Contrôle continu permanent, c'était une solution. Oui, il y a des avocats éloquents de ce que vous dites, hein, et on peut très bien entendre cette argumentation, mais justement, pendant le dialogue social qui a permis l'élaboration du baccalauréat, vous aviez deux thèses. Vous aviez la thèse, disons, de la simplicité, c'est la thèse que vous venez de défendre, et puis la thèse de l'objectivité, c'est-à-dire tous ceux qui disaient, mais attention, si c'est que le bulletin, ça va être trop différent d'un établissement à l'autre. Et c'est à ce titre-là qu'avec les partenaires, on a conçu ce qu'on appelle aujourd'hui les E3C, c'est-à-dire des épreuves qui sont plus objectivées et qui sont quand même très intéressantes. Parce que vous avez une banque de sujets. Cette banque de sujets, on va probablement la rendre de plus en plus publique. Tout le monde pourra la regarder. Mais c'est des centaines de sujets. Et alors on me dit parfois, mais les sujets circulent sur Internet. Et je dis tant mieux, puisque grâce à ça, les élèves tout simplement se préparent. Le but n'est pas de piéger les élèves, c'est tout simplement qu'ils travaillent en continu et qu'ils se préparent. Donc dans le futur, vous aurez des sujets qui seront tout à fait disponibles pour tous, comme on avait les annales depuis longtemps, et les élèves se prépareront, et on sera dans quelque chose de beaucoup moins artificiel que ce que l'on a connu dans les décennies précédentes, parce que les élèves tout simplement travailleront davantage en continu. C'est le but visé. Le but, c'est tout simplement l'approfondissement, la hausse du niveau général. Bien. Et en juin 2021, donc, le nouveau bac, avec ce grand oral. Qui va durer 20 minutes. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Alors 20 minutes, j'imagine, je suis candidat, j'arrive, j'ai choisi 2 spécialités, on est bien d'accord, et j'ai choisi dans mes spécialités 2 sujets. Oui. Tirage au sort, non? Oui, non, le jury choisit lequel des deux vous passez. Je serai devant 2 profs, c'est bien ça? Tout à fait. Ça va durer 20 minutes, 5 premières minutes un exposé, je serai là à l'oral. Pendant 10 minutes, les profs vont me poser des questions. Oui. Et les 5 dernières minutes, finalement, je vais
présenter ma future vie professionnelle, c'est cela? Comment je vois le futur, c'est pas forcément ma vie professionnelle, parce qu'à 17 ans ou 18 ans, vous le savez pas forcément, mais en tout cas, comment vous voyez au moins l'année d'après, puisque quand vous êtes au mois de juin d'une année, vous, en général, vous savez, vous avez une idée de ce que vous voulez pour la suite. Coefficient, filière générale 10, coefficient 10, et filière technologique, coefficient 14. Exact. C'est une manière quoi, de préparer les enfants à ce qu'ils feront plus tard, à leur vie professionnelle? Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est un signal qui est envoyé à tout notre système scolaire, depuis la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, et qui est parler, c'est important, savoir se tenir. Vous savez, ça se passera debout, sur les deux jambes, avec une capacité à écouter, c'est un échange, une capacité à argumenter. Et on le sait, c'est fondamental dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Donc or, on sait aussi que c'est un point faible en France. Et puis regardez dans notre vie publique comment on est parfois, on ne s'écoute pas assez, comment on voit aussi parfois que certains se sentent mal à l'aise pour s'exprimer, alors que dans d'autres pays on réussit ça mieux que nous. On a d'autres points forts, mais ça c'est pas un point fort de la France, en tout cas pas un point fort pour suffisamment de monde aujourd'hui. Est-ce que ça ne favorise pas les inégalités sociales? Je pense que c'est le contraire. C'est le moment de compenser une inégalité sociale, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez notre société, justement, le fait de bien s'exprimer ou pas, c'est une inégalité sociale. Ça, c'est un fait d'aujourd'hui. Demain, parce que ce sera un point de repère pour toute la société, on aura entraîné de manière naturelle dans le système scolaire tout enfant, quel que soit son milieu social, à vaincre sa timidité, à se sentir à l'aise à l'oral. Puis ça va développer des tas de choses, comme les pratiques de théâtre, les pratiques sportives. Il va falloir préparer ces élèves à passer ce grand oral. Bien sûr. Est-ce que les profs sont formés pour ça? Alors, certains oui, par exemple, vous avez beaucoup de professeurs de lettres qui sont aussi professeurs de théâtre. Vous avez beaucoup d'initiatives qui sont prises. On vient de créer dans 300 collèges de France une demi-heure d'éloquence qui sont déjà un premier succès, une première expérimentation. Donc de plus en plus, on va généraliser ces pratiques, et puis la formation continue des professeurs va tenir compte de plus en plus de ces compétences que nous voulons donner d'abord aux professeurs eux-mêmes, d'ailleurs, puisque ce sont des professionnels de la parole, mais aussi aux élèves, bien sûr. Je voudrais terminer avec le communautarisme, puisque le président de la République va s'exprimer la semaine prochaine sur le sujet. En fait, à l'Élysée, on dit il faut reprendre le contrôle. On a perdu un peu le contrôle de certaines... On a laissé s'installer un communautarisme qui aujourd'hui devient plutôt insupportable. Oui, je pense qu'on peut dire ce que vous venez de dire. C'est pas évidemment pas d'hier matin. Ça fait 2 ou 3 décennies que le problème s'est instillé dans notre société, pas seulement la société française. Je sais que vous réfléchissez beaucoup sur la place de la laïcité. Bien sûr, et de façon plus générale sur la possibilité pour la République de faire respecter ses règles sur l'ensemble du territoire. Et je pense que on a laissé s'installer notamment un islam politique dans notre pays qui est potentiellement dangereux. Est-ce que les règles de financement de l'islam, est-ce que la formation des imams vont être revues? Oui, et c'est d'ailleurs les musulmans eux-mêmes, les musulmans républicains, qui sont la majorité de nos concitoyens de confession musulmane, qui demandent une telle chose, puisque qui sont les premières victimes des phénomènes extrémistes que l'on constate? Les musulmans républicains, nos concitoyens, qui ne demandent qu'une chose, c'est vivre une vie normale, avoir leur foi si tel est leur cas, et de façon tranquille et de façon non prosélyte non plus. Bref, comme toutes les autres religions dans notre pays, et de manière, je dirais, normale. Donc c'est ce besoin de normalité, ce besoin de convivialité, ce besoin de civilité que tous nos concitoyens ressentent, et on voit qu'il y a des petites minorités actives au sein de tel ou tel groupe dans la République qui cherchent à pousser des choses, parfois encouragés par des financements étrangers. C'est donc ces éléments-là qu'il faut évidemment réguler, et c'est ce que le président de la République a décidé de prendre à bras-le-corps. Sur la formation des imams, il y a des nouveautés. Encore une fois, c'est pas à moi d'annoncer ce genre de choses. C'est un travail collectif à l'échelle du gouvernement et sous l'autorité du président et du Premier ministre. Et le moment venu, effectivement, le président proposera sur la formation des imams. Ça peut être l'un des sujets. Là, c'est un sujet que regarde le ministre de l'Intérieur avec une série d'interlocuteurs. Nous sommes tous très attentifs à cela, oui. Pas de vision multiculturelle à l'anglo-saxonne. Non, je dirais que c'est l'inverse. Notre société française s'est bâtie sur tout à fait autre chose que le modèle multiculturel anglo-saxon. J'observe d'ailleurs que parfois vous avez des influences venues des États-Unis qui cherchent à pousser cette communautarisation de notre pays. Vous avez des formations de jeunes aux États-Unis qui ensuite reviennent en contestant le modèle républicain laïque français. Il faut être conscient de ce genre de problème. On doit être très fier du modèle français. C'est un modèle qui est loin d'être désuet. Je dirais que le modèle républicain, c'est justement ce dont on a besoin au XXIe siècle pour respecter nos différences, mais en même temps faire du commun. Des cours de laïcité à l'école, on pourrait imaginer. De toute façon, l'éducation morale et civique que nous développons, bien entendu, inclut la laïcité. Merci Jean-Michel Blanquer. Il est 8h53.
3, RMC et BFM TV.